Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Ellie, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur la littérature classique et sur 10 livres qui, selon moi, sont de bons ouvrages par lesquels commencer la littérature classique. Alors, avant toute chose, commençons par un peu discuter de qu'est-ce qu'un classique. Donc, pour moi, un classique, c'est un ouvrage qui résiste au temps, malgré les années, grâce à la beauté de la langue, grâce aux thèmes abordés ou encore leur notoriété, on va dire, dans la culture française. Parce qu'aujourd'hui, on va voir que des ouvrages français. Peut-être je ferai une vidéo dans le futur avec la littérature étrangère, mais commençons par la littérature de notre pays, de notre langue, la littérature française. Alors pourquoi il faut absolument lire des classiques? Donc il faut rien du tout. Lire la littérature classique, c'est un choix. Mais pourquoi est-ce que je pense que les gens devraient vouloir lire la littérature classique? C'est parce que bien sûr, il y a beaucoup, c'est très très beau. Ce sont des choses qui sont modernes, des choses qui sont transposables tout à fait dans l'ère moderne. Et aussi, c'est un socle commun qu'on peut partager avec les autres Français, les autres francophones qui nous lie essentiellement. Donc voilà pourquoi les gens devraient vouloir lire les classiques, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Alors quand on lit les classiques, c'est au début ça peut être difficile parce qu'on a beaucoup de mauvaises expériences à l'école, on est forcé de lire certains livres, à un moment donné où on n'est pas forcément en mesure de comprendre bien ce qu'on lit, voilà, qui a envie de lire quand on est forcé de lire certains ouvrages? Personne. Donc, j'ai fait une petite liste et l'idée de cette liste, c'est ça commence de quelque chose qui est de plus facile, plus accessible et à mesure où on avance, c'est de plus en plus soit complexe ou long, on va dire. Alors, mes conseils quand vous lisez quand vous commencez la littérature classique, c'est d'avoir le livre déjà. Vous pouvez aller à la bibliothèque, ils sont disponibles assez facilement. Et voilà, d'écouter des livres audio, regarder des films en même temps. Donc tout ça, ça peut vous aider à apprécier l'expérience un peu plus, donc faites-le. Alors, pour commencer cette liste, le top 10, n'est-ce pas? C'est pas une question de valeur de livres, ceux que j'aime le plus ou ceux que j'aime le moins, mais c'est une question de, je pense, quand on aborde la liste de cette manière, eh bien, on ajoute en complexité à chaque nouvelle itération, à chaque nouveau livre. Ça devient de plus en plus facile. Donc, commençons avec le commencement. Bon, les mentions honorables, bien sûr, ça pourrait être lire un peu les fables de La Fontaine ou les contes de Charles Perrault. Beaucoup d'entre nous, on les a lus en fait quand on était enfant et je pense que ça, c'est de la littérature classique et ça a valeur aussi. Alors maintenant, vous êtes adulte et vous souhaitez lire la littérature classique, eh bien, commençons par Le Petit Prince, donc ma version qui est très très belle, de la librairie Lelo au Portugal, donc il y a une couverture comme ça, et voilà, c'est en dur. Donc ça, j'ai trouvé dans la rue, gratuitement. J'étais très 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 contente. Euh, donc Le Petit Prince est la première version que j'ai jamais achetée quand j'étais petite fille. Je suis allée l'acheter à la librairie toute seule. Donc voici Le Petit Prince. Alors pourquoi j'ai choisi Le Petit Prince dans cette liste? Bien sûr, Le Petit Prince est un livre qui est très important dans la culture française, que beaucoup d'enfants lisent quand ils sont enfants. Mais je vous recommande de le lire à nouveau à l'âge adulte. Parce que la vision que l'on a d'un enfant, c'est voilà le petit prince qui part à l'aventure pour découvrir les autres planètes, pour découvrir les autres choses, pour finalement revenir sur sa planète, pour s'occuper de sa fleur, sa seule véritable amie. Eh bien, quand vous lisez à l'âge adulte, bien sûr, vous avez toute votre expérience d'adulte, vos interactions avec différentes personnes dans le monde, des capitalistes, des gens égocentriques, des gens qui veulent tout posséder, etc. Et donc, quand vous le lisez à l'âge adulte, vous pouvez être plutôt plus critique sur les autres planètes, sur les gens qu'il rencontre, et ça a cet aspect-là. Donc c'est un livre, je dirais, pour enfants, mais il y a quand même beaucoup de philosophie dedans, et ça fait partie de la littérature classique française, et donc vous pouvez commencer par Le Petit Prince. Voilà. Ensuite, passons au second ouvrage. Donc là, j'hésitais entre Candide et Zadig, et j'ai choisi Zadig parce que je déteste Candide depuis le lycée. Je n'ai jamais réussi à le finir, donc voilà, je sais que Candide, ce serait une bonne option aussi. Mais Zadig ou La Destinée, où on a le personnage en fait de Zadig qui part en fait à l'aventure pour rechercher sa bien-aimée. Et je pense que c'est quelque chose d'assez accessible, c'est un peu un conte, donc ça se finit bien.
Voilà, donc je l'ai lu il y a assez longtemps quand même, je me souviens pas vraiment. Mais voilà, je sais qu'il traverse le monde, il lui arrive plein d'aventures et il fait tout ça pour voilà la belle reine Astarté. Et donc ça se finit plutôt pas mal. Donc voilà, Zadig ou la destinée de Voltaire. Ensuite, j'ai pris George Sand, de la petite Fadette, que j'avais lu quand j'avais 16 ans pour la première fois et que j'avais adoré. J'avais adoré la relation amoureuse entre Fadette et Landon, il me semble. Ouh. Voilà, donc ça c'est une vieille version que j'ai et elle était c'est la version que j'avais lue quand j'avais 16 ans. Et elle était dans mes colis là-bas avec Landry. Et donc, où la petite Fadette, c'est une personne qui est élevée par sa grand-mère. Et voilà, sa grand-mère, elle est un peu païenne, où voilà, elle utilise beaucoup de crèmes, de potions pour aider les gens de la communauté. Mais les gens de la communauté les rejettent sans cesse. Et Fadette, elle est un petit peu pas garçon manqué, mais elle n'est pas vraiment très féminine, elle joue toujours avec les enfants, elle a cet aspect un petit peu sauvage. Et un jour, elle aide Landry à retrouver son petit frère qui s'était enfui pour quelques raisons, soit son frère jumeau d'ailleurs. Et elle lui demande, comme remerciement, de danser avec elle au bal. Et de là, en fait, ils vont tomber amoureux, ils vont se respecter, se découvrir, se parler et décider de faire leur vie ensemble. J'ai beaucoup aimé cette représentation de l'amour. Bon, moi, je suis pas une personne romantique, mais souvent dans les livres, on parle de relations d'amour, alors que moi, je vois beaucoup d'infatuation et pas forcément d'amour, parce que bon, je crois pas forcément à l'amour au premier regard ou l'amour fou après 3 jours. C'est pas des choses je puisse comprendre, je suis en mesure de comprendre. Mais dans La Petite Fadette, on a deux jeunes gens qui se découvrent et qui s'apprennent et qui véritablement tombent amoureux d'un amour qui est doux et beau. Et donc j'ai beaucoup aimé La Petite Fadette. Donc je pense que c'est un bon livre aussi dans la littérature classique, La Petite Fadette de George Sand. Poursuivons avec un livre que je n'ai pas, je crois qu'il est encore au Portugal. C'est le Père Goriot de Balzac. Donc je voulais mettre un Balzac, je ne savais pas lequel, parce que j'avais beaucoup aimé aussi Mémoire de deux jeunes mariés, j'ai beaucoup aimé Le Lys dans la vallée, mais je pense que le Père Goriot c'est intéressant pour deux choses. Donc c'est assez facile à lire, c'est court bien sûr, mais aussi ça nous présente le personnage de Eugène de Rastignac, qui est un opportuniste, comme on les aime. Donc moi j'adore les livres sur les opportunistes, hein. C'est un de mes personnages préférés, j'adore. Et donc Eugène de Rastignac qui arrive à Paris et connaît des difficultés et qui saigne sa famille, mais aussi l'histoire du Père Goriot, ils vivent tous sous la même pension. Et le Père Goriot, qui est une personne qui a travaillé toute sa vie, qui était un artisan, qui faisait partie plus ou moins de la classe moyenne, qui a réussi à prospérer et à bien marier ses filles. Mais ces filles, malgré le fait qu'elles soient bien mariées, leurs conjoints connaissent des revers de fortune, ou voilà, ils ont besoin d'argent. Et systématiquement, il pompe tout ce que le Père Goriot a à donner, et lui est très heureux de donner. Et bien sûr, au fur et à mesure du livre, le Père Goriot faiblit et vit dans des conditions de plus en plus précaires. Et Eugène de Rastignac voit ça et ça l'attriste. Mais finalement, il continue de le pomper, jusqu'à ce que mort s'en suive. J'adore Balzac, la comédie humaine. Bien sûr, il y a des hauts et des bas. Mais je pense que commencer avec le Père Goriot, c'est s'habituer à sa plume, découvrir certains personnages et certaines manières la société de l'époque, mais aussi les rapports humains en général sont assez bien décrits. Donc le Père Goriot, et le lire à l'âge adulte, c'est complètement différent que le lire à l'école. Donc si vous l'avez lu quand vous étiez au lycée, relisez-le, je pense que vous aurez une expérience complètement différente. Poursuivons avec nos opportunistes préférés. Belle amie de Maupassant, donc c'est un livre que je mentionne régulièrement parce qu'encore une fois, moi j'adore les personnages opportunistes, les personnages viciés, c'est ma passion. Donc on suit Georges Duroy qui est un très bel homme mais qui est sans dessous et qui revient de la guerre, de l'armée, où il a fait des rencontres avec quelqu'un qui était dans une classe sociale plus prestigieuse. Et en redécouvrant cette personne, en rencontrant par hasard cette personne à Paris, il décide de vouloir faire partie de ce milieu et il utilise les femmes et sa beauté, son charme pour
connaître une ascension sociale, pour réussir dans la société. C'est vraiment un vicieux Georges Duroy et voilà, il est très opportuniste, il est vicieux et il aime principalement Georges Duroy. Donc Belle Amie, c'est un classique, c'est pas pour rien. Euh, je pense que la lecture elle est assez facile, mais vraiment il faut savoir que voilà, vous lisez la perspective de quelqu'un qui n'est pas une bonne personne, qui n'est pas voilà, qui ment, qui voilà, c'est Georges Duroy. Mais j'adore absolument. Vous pouvez aussi lire Une vie. Donc c'est un peu différent. Donc Une vie et Maupassant et Belle Amie sont mes deux livres préférés de Maupassant. J'adore sa plume. Et je n'ai pas choisi Une vie parce que je pense que c'est assez triste au final. Mais c'est vrai que moi j'adore les femmes qui s'ennuient aussi dans la littérature. C'est une de mes passions dans la vie. Les opportunistes et les femmes qui s'ennuient. Ce sont mes deux types de personnages préférés. En parlant de femmes qui s'ennuient, Thérèse Raquin d'Émile Zola. Donc je voulais absolument mettre un Émile Zola, mais je pensais que commencer avec les Rougon-Macquart, ce serait peut-être un peu trop. Euh, mais Thérèse Raquin, c'est un de mes Zola préférés, donc c'est un des derniers livres qu'il a écrit avant son cycle sur les Rougon-Macquart. Donc Thérèse Raquin, c'est une jeune femme qui est, je crois, métisse algérienne, il me semble, et elle vit en France chez sa tante. Donc son père en fait l'a récupérée, sa mère était morte, son père l'a récupérée, l'a laissée chez sa sœur pendant des années, n'est jamais revenu. Et donc là, sa tante, Thérèse Raquin, elle a un fils qui s'appelle Camille, qui est très souffreteux, qui est malade et qui est assez faible. Et il a eu besoin de médicaments toute sa vie et la tante en fait torture Thérèse quand elle est petite en lui donnant les mêmes médicaments que Camille pour que Camille consomme ses médicaments puisque Thérèse les a consommés. Mais bien sûr tout ça a des effets négatifs. Thérèse en fait n'aime pas la vie, elle s'ennuie énormément. Elle veut se suicider à un moment donné mais décide de ne pas abandonner Camille. Et la tante les force à se marier, enfin force surtout Thérèse à se marier parce que Camille est très contente d'épouser Thérèse, c'est une très belle femme. Finalement, Camille décide d'aller vivre à Paris et d'opérer une mercerie. Et là, c'est l'ennui abyssal pour Thérèse qui passe ses journées en fait dans ce trou noir à s'ennuyer pendant que Camille va travailler pour la ligne de chemin de fer ou que sais-je. Jusqu'au jour où Camille ramène le beau et charmant Laurent, un peintre, à la maison. Et de là, en fait, Thérèse découvre le sang, la passion, l'amour. Et les deux décident de tuer Camille parce qu'il les gêne dans leur amour. Et cela va avoir des conséquences sur la relation à tous les deux. J'aime beaucoup, beaucoup Thérèse Raquin. C'est un de mes livres préférés, donc voilà, je pense que c'est un livre qui est accessible aussi, et c'est quelque chose voilà où le style de Zola est quand même est pas entièrement construit, mais quand même on voit la description, et je trouve que la description, tout comme dans Madame Bovary, la description en fait intense, ça agrémente très bien l'ennui. La description intense en fait aussi décrit la passion, accélère la passion, crée de l'intensité dans les moments passionnés. Donc voilà, j'adore euh, Thérèse Raquin et je pense que c'est vraiment un bon livre à lire. Ensuite, un autre livre que je n'ai pas, que je crois qu'il doit être au Portugal, il me semble que je l'ai vu il n'y a pas longtemps mais je ne l'ai pas retrouvé, c'est Manon Lescaut de l'abbé Prévost, qui fait partie de ses mémoires, je crois. Donc Manon Lescaut, pourquoi je l'ai mis sur la liste? J'ai mis sur la liste pour l'importance que cet ouvrage a dans la société française, puisque ça a créé, Manon Lescaut, ça a été une des inspirations aussi pour La Dame aux Camélias, qui a inspiré bien sûr Le Moulin Rouge, La Traviata. Le livre de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé l'opéra, la danse en général, le ballet, le théâtre, il y a eu beaucoup d'adaptations. Donc Manon Lescaut, on suit un jeune homme, on suit un prêtre. En réalité, c'est le point de vue du prêtre. Et il rencontre un jeune homme qui est en train de pleurer. Pleurer, parce que sa belle... son amoureux, son amour va être envoyé dans les colonies pour prostitution, parce que c'était interdit, bien sûr. Et donc, il décide de l'accompagner, et donc il fait un retour au prêtre sur
toute leur histoire où ils sont en amour d'une prostituée qui ne sait que gagner de l'argent en se prostituant et donc ça rend le chevalier des grillons un petit peu fou, fou d'amour et voilà. Donc Manon Lescaut, je pense que c'est un super ouvrage à lire, c'est pas très très complexe du tout dans la lecture, dans la plume, beaucoup plus facile que Thérèse Raquin ou Belle Amie, mais je trouve que c'est vrai que c'était intéressant culturellement de lire Manon Lescaut. Ensuite, on passe à deux autres ouvrages assez accessibles. Donc, je vous ai mis des choses un peu plus modernes. Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, qui l'a écrit à 19 ans et c'est impressionnant puisque ce livre est littéralement parfait. J'ai vraiment aucun commentaire négatif. C'est le thème, les descriptions, la plume, enfin tout est magnifique dans ce livre, ça fait même pas 150 pages. On suit, comment elle s'appelle, Cécile, qui passe tous ses étés sur la côte méditerranéenne avec son papa et les deux vivent une vie en fait de débauche, une vie de, pas de luxure, mais une vie insouciante où ils sont euh, dominée par le plaisir, par la beauté. Et donc, Cécile a raté son bac de philo, mais son père et elle-même ne se préoccupent pas du tout de cela, puisqu'ils vont passer l'été au soleil à la plage, et à la rentrée, ils vont continuer leur vie en fait de sortie et de fêtes d'achat de mode et de belles et rencontres avec de belles femmes et de beaux jeunes hommes. Et viennent les visiter dans le sud une grande amie de la mère défunte de Cécile, Anne, il me semble, qui essaie de recadrer gentiment, avec douceur, avec beaucoup d'amour, Cécile, pour qu'elle puisse avoir son diplôme et pour qu'elle puisse euh, entrer dans la vie et Cécile en fait décide de faire des machinations pour pouvoir se débarrasser d'Anne. Et de là, en fait, naît la tristesse de Cécile, que Cécile et son père vont rencontrer. C'est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature française, et comme quoi, ça n'a pas besoin d'être long pour avoir de l'impact. Donc voilà, je vous conseille vraiment Bonjour Tristesse. Euh, un des avant-derniers livres que je vais vous présenter, que vraiment, ce livre, en fait, dès que je le trouve dans des boîtes à livres, dans des vides-greniers, je l'achète et je l'offre. Je l'ai offert au moins 2 ou 3 fois déjà et je vais continuer de l'offrir à tout le monde. La vie devant soi de Romain Gary, un de mes auteurs préférés, où on suit, donc j'en ai déjà parlé, on suit le petit Momo qui a 8 ans au début du livre, qui vit chez une ancienne prostituée qui s'occupe en fait d'enfants, qui a une pension en fait pour enfants de prostituées, et il part à l'aventure un peu dans Paris, et l'histoire c'est sur la relation filiale ou l'amour mère-fils, malgré le fait que il n'y ait pas de lien du sang. Et c'est très très drôle. Momo apprend à détacher la beauté extérieure et l'amour qu'il peut porter envers les gens. C'est absolument magnifique. Lisez La vie devant soi. Donc après qu'on ait lu tout ça, maintenant je pense que vous devriez vous sentir vraiment confortable avec la littérature classique pour aborder le dernier. Donc là on monte vraiment un petit cran, mais une fois que vous avez lu tout ça plus ou moins dans cet ordre, eh bien je pense que vous pouvez aborder avec aise, avec ouverture, le Comte de Monte Cristo. Donc oui, je vais parler du Comte de Monte Cristo peut-être dans toutes mes vidéos, mais je pense que le Comte de Monte Cristo c'est un des classiques qu'il faut lire. Pourquoi ? Parce que le Comte de Monte Cristo va vous donner confiance dans votre capacité à lire. C'est un très 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 long livre qui fait très peur, mais qui est extrêmement accessible parce qu'il est divertissant. Il y a beaucoup de chapitres courts parce que ça avait été publié sous forme de feuilleton. Et l'histoire, en fait, il y a un flow super bien. Comme je dis souvent, c'est un peu une telenovela. Ça passe très très bien. C'est bien écrit. Les personnages, en fait, on rentre vraiment, on commence à les aimer, à les détester, à vouloir qu'ils tombent. C'est une histoire de revanche qui est absolument géniale. On suit Edmond Dantès dans ses misères, dans sa folie, dans ses amours. Et vraiment, Le Comte de Monte Cristo, c'est un livre génial pour le livre qu'il est, mais aussi pour la confiance qu'il va vous donner en tant que lecteur. Le Comte de Monte Cristo doit être sur la liste des classiques pour débutants parce qu'il est hyper accessible.
Et une fois que vous avez lu Le Comte de Monte-Cristo, d'autres ouvrages plus ou moins longs ne vont plus vous effrayer autant. Et c'est ça qui est génial avec ce livre, c'est que c'est un livre qui mêle en fait et l'aventure et la facilité de lecture et aussi le challenge de la longueur. Mais ça passe très très vite. Moi, je l'ai lu en une dizaine de jours, même pas. Vraiment, j'adore Le Comte de Monte-Cristo et j'arrêterai jamais de dire à quel point c'est un livre génial. Je pensais que la vidéo ferait une quinzaine de minutes, on est à 20 minutes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter votre liste des 10 livres que vous souhaiteriez, que vous recommanderiez à quelqu'un qui veut débuter la littérature classique. Quel livre je n'ai pas mentionné et que vous aurez. Euh, Aimez la vidéo, abonnez-vous si ça vous plaît. Je vous retrouve bientôt. Bye!